Rebonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On est sur Un jour un métier, on est toujours avec Fabrice. Donc j'espère que tu as regardé la première vidéo et que tu as énormément apprécié. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à mettre pause d'abord sur celle-ci et d'aller d'abord la regarder parce que pour mieux savourer celle-ci, il va falloir avoir au préalable regardé la première vidéo. Donc rebonjour Fabrice. Oh, bonjour. Donc merci d'être encore avec nous hein, parce que on sait pour des personnes comme toi notamment, le temps c'est de l'argent. Tu es vraiment la personne idéale pour me dire ça. L'avantage c'est que je suis en vacances. Je suis en vacances encore jusqu'à demain soir et puis je reprends lundi. Donc voilà, j'ai un peu de temps. D'accord. Donc dans cette vidéo, du coup, on va parler un peu de son parcours professionnel. Il va nous donner quelques astuces pour mieux s'en sortir dans le milieu professionnel, notamment dans le cadre de la France. Mais je pense que cela pourrait fonctionner généralement dans toute l'Europe en général parce que on va dire que les lois du travail ne changent pas énormément parce que voilà. Bien sûr. Donc surtout restez jusqu'à la fin et dites-nous tout ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, c'est comme d'hab, hein, vous connaissez déjà la procédure, vous dites en commentaire et puis moi je vous réponds. Au pire, si c'est vraiment privé, vous avez la boîte de contact, l'email de contact directement dans la barre de description. Donc on va commencer très simple. Oui. Dis-nous, c'était quoi ta première expérience de travail en France? Bon, forcément, j'ai fait des petits jobs, hein, j'ai fait des petits jobs étudiants et tout ça. Mais ma véritable première expérience, c'était mon alternance, parce que j'ai aussi fait le master 2 que j'ai fait à Paris, Mandavalie. C'était un master 2 en alternance avec Orange. Donc c'est vraiment, c'était ma vraie expérience. Si je compte pas des stages. Hein, bien sûr. Ça a duré combien de temps? Un an. Et on est en quoi? On est en 2008, 2009. 2009. Oui. 2008-2009. Ah, c'était bien en 2009. D'accord. Comment tu as trouvé l'alternance déjà? Déjà, l'alternance, c'était les premières années. Je pense que l'alternance, ça s'est développé, ça s'est vraiment développé entre 2006, 2007. Et voilà, c'était les premières années. Et c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant parce que d'une part, on a les troncs communs à l'école où on nous donne beaucoup de matière et parfois il y a quelques professionnels qui viennent intervenir, qui donnent des cours, qui nous donnent aussi leur parcours, leur expérience professionnelle, mais de pouvoir vivre ça tout au long de l'année, c'est vraiment très très enrichissant et c'est très formateur. D'accord. Je tiens à préciser un petit truc quand même avant qu'on continue, c'est que l'alternance en fait, pour ceux qui ne sont pas en France, c'est le principe de passer une année partagée entre l'entreprise et l'école. Ça va dépendre du diplôme et des filières, mais généralement, par exemple pour mon cas, c'était 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Et ça compte également pour diplôme. Hein. Et vous avez un contrat pour du travail. Oui, et également, vous avez la carte étudiant. Donc, vous avez double profil entre guillemets. Bien sûr. Et en plus, surtout, vous êtes rémunéré. Vous êtes rémunéré tout au long de l'année. Et on est rémunéré tout au long de l'année. On a un salaire tout en étant étudiant. C'est un peu ça, grosso modo. Et on a ces 5 semaines de congé. Par contre, là, on ne dépend plus du rectorat en termes de vacances, comme on prend des vacances tous les 2 mois ici. Et puis les vacances scolaires, c'est vraiment les vacances, les 5 semaines de vacances annuelles qui sont régies dans les entreprises. D'accord. Puisqu'on a commencé sur l'alternance, oui. Il y a pas mal de gens qui ont vraiment du mal à trouver l'alternance. Notamment, nous, les étrangers. On a un peu plus de mal que les autres, je pense, à trouver les entreprises d'alternance. Déjà, pourquoi et comment faire pour mieux trouver? Alors, le problème de trouver une alternance, mais de trouver un stage, c'est pas uniquement pour les étrangers, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Après, lorsqu'on est étranger, forcément, parfois, on se met sur une barrière supplémentaire. On se dit, je ne pourrais pas, ou bien j'ai une couleur de peau et tout ça. Les entreprises qui recrutent ont besoin de connaître, de savoir qu'il y a des gens qui sont motivés. Sur une offre d'alternance, sur une offre d'emploi, il peut y avoir 200 candidatures. Et la question, c'est de comment faire pour se démarquer. Parce que vous avez des sites, de réponse. Vous pouvez répondre, vous allez dire, ah, je suis resté chez moi, j'ai répondu à 50 offres, je n'ai pas reçu un seul coup de fil, bien une seule réponse. Il faut savoir que ces trucs-là, ces offres d'emploi sont traitées de manière automatique. C'est-à-dire d'autres ne sont même pas étudiés, que ce soit français, quel que soit, ils ne regardent même pas d'abord
l'origine de la personne. C'est pas étudié. Donc, pour se démarquer, pour moi, c'est de connaître, de faire une veille, de connaître l'entreprise qui recrute. Est-ce qu'on connaît éventuellement une personne? D'essayer de passer par d'autres voies que la voie standard, parce que la voie standard, l'offre que vous voyez sur Internet, elle est visible par tout le monde. Et peut être plusieurs personnes peuvent candidater. Je ne dis pas de ne pas candidater, mais c'est de candidater, mais derrière, essayez de voir si vous ne connaissez pas des personnes qui interviennent dans cette entreprise-là, ou bien dans vos réseaux professionnels, de dire, voilà, j'ai vu une offre, est-ce que tu es au courant qu'il y a ça dans... Voilà. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté, et on peut regarder dans LinkedIn des personnes qui sont dans cette entreprise-là, est-ce qu'on est en lien, est-ce qu'il n'y a pas de lien, essayer de passer par d'autres personnes pour voilà, personnaliser ça, plutôt que de dire j'ai envoyé 50 offres et j'ai reçu aucune réponse. D'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que le monde du réseau est en train de dominer finalement sur le chemin classique dans tout ce qui est recherche d'emploi. Complètement. Aujourd'hui, alors, après, ça dépend des filières, une fois de plus, mais lorsque vous voyez une offre, surtout d'alternance, faut pas hésiter, faut pas rester derrière son PC. Faut pas, on m'avait dit, lorsque j'étais en formation, que chercher un emploi, chercher un stage, c'est un autre métier à temps plein. Le matin, quand vous vous réveillez, vous dites, bon, je dois chercher une alternance. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai vu telle offre là. Est-ce que j'ai relancé? Essayez par tous les moyens d'avoir ça. Parce que, on est dans un monde qui est certes de réseau. Ne pas hésiter non plus à faire du porte-à-porte, à y aller. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé chez Carrefour pendant 6 mois. Lorsque j'ai repris ma fin d'études, je suis parti. Comment j'ai trouvé mon emploi chez Carrefour? Je suis arrivé chez Carrefour, j'ai posé mon CV à l'accueil. J'ai dit, voilà, je suis disponible, j'ai envie de travailler. Ils m'ont rappelé le lendemain. Parce que le responsable du rayon, fruits et légumes, lorsqu'il a vu mon CV, il a vu mon parcours, il a dit, cette personne, si elle a envie de travailler, je veux la recevoir. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. De sa zone de confort. Les entreprises qui recrutent, si c'est à Lyon, vous partez, vous dites, voilà, vous faites la démarche, il faut oser. Il faut oser, faut se donner les moyens. Voilà. Et ce n'est facile pour personne, y compris pour ceux qui sont dans leur propre pays, y compris les Français de souche. Ils ont le seul avantage pour certains que les parents travaillent dans certaines entreprises. Exactement. Ils ont le réseau qui existe, mais tous n'ont pas ça. Certains ont ça, mais tout le monde n'a pas ça. D'accord. Et généralement en France, il y a un des avantages de l'alternance qu'on ne peut pas ignorer, c'est que généralement à la fin de l'alternance, on a parfois un contrat CDI qui suit derrière. Est-ce que ça a été ton cas? Alors, chez Orange, lorsque j'ai fait mon national chez Orange, j'avais bien évidemment l'espoir d'être recruté par Orange, parce que Orange recrute et tout ça. Mais après, il faut savoir que dans certaines entreprises, il y a des postes qui sont dédiés aux stagiaires, aux alternants. Donc, d'entrée, ils vont te dire, on ne recrute pas. Donc, pour ceux qui sont en alternance, il faut déjà intégrer le fait qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas retenu. Mais par contre, c'est une chance pour vous de pouvoir vous développer, de montrer vos compétences, de montrer votre capacité à faire. Parce que lorsque vous allez démontrer ça, la première des choses, c'est que en fonction de ce que vous allez produire, de la volonté que vous allez mettre, il peut y avoir des recommandations. Des personnes qui travaillent avec vous au quotidien peuvent vous orienter, peuvent vous recommander ailleurs, chez les personnes. Moi, chez Orange, je savais que je n'allais pas être recruté. Mais par contre, ça m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise. J'ai eu la chance de travailler dans un département de la performance. J'étais en lien directement avec le directeur. C'était dans une entité de 700 personnes. Il me faisait participer en tant qu'auditeur libre au comité de pilotage avec tous les directeurs. Donc, j'ai commencé vraiment à cerner cette école de management. Et tous ceux qui vont dire oui, je suis noir, je suis discriminé, tout ça, il ne faut pas tout mettre derrière tout ça. Parce que quand vous côtoyez les managers, quand vous côtoyez comment est-ce qu'il y a la prise de décision, ben vous vous dites que non, en fait, ce n'est pas une histoire de racisme ou quoi que ce soit, parce que derrière, il y a beaucoup de décisions qui se prennent sans tenir compte vraiment de la couleur de l'individu. Bon, mais tout de même, je pense que c'est quand même à un certain niveau, à une certaine hauteur. Je veux dire, est-ce que c'est la même chose quand on est vraiment en bas? Je pense qu'il y a quand même une différence à prendre en compte. Je veux dire,
Parce que toi, tu étais déjà auditeur, tu étais à un niveau où, à ce niveau, Non, non, stratégie ok. prime Non, sur la non. personne finalement. Non, lorsque j'ai dit auditeur, c'est-à-dire, moi j'ai participé. Enfin, j'étais, comment dire, auditeur passif. C'est-à-dire, j'étais juste là, je regardais comment ça se passait. Je prends un exemple tout simple. Lorsque on doit décider si on va augmenter une personne ou pas, on va regarder si la personne, si en termes de savoir-être, si ça se passe bien, s'il n'est pas absentéiste, si voilà, si tous les signaux sont ouverts. Et d'autres personnes vont dire non, lui, on va décider en réunion que lui, on va pas le voir, soit on va pas l'augmenter, soit il n'est pas très bon. Voilà, on prend cette décision-là lorsque la personne n'est pas là. Et ça, on va pas, même s'il peut avoir des cas comme ça, de dire, oui, il a tel ou tel ou tel, il a fait ci, il a fait ça, il a telle couleur de la peau, ça ne ressort jamais. Mais je veux dire, on se base sur les faits de la personne. Comment est-ce que vous êtes en entreprise? Est-ce que vous êtes dévoué à votre entreprise? Est-ce que vous avez un bon savoir-être? Est-ce que vous avez des compétences qui sont reconnues? Et à partir du moment où vous faites l'unanimité, ben, il n'y a rien qui peut Donc, tant que vous contribuez à l'évolution de l'entreprise. L'évolution, il y a le savoir-être. C'est-à-dire, comment est-ce que vous êtes avec vos collègues? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que vous avez de la bonne humeur? Est-ce que, voilà, tout ça, ça fait partie d'un tout. De comment est-ce que, quel est l'aura que vous avez auprès de vos collègues, auprès de vos collègues. Je ne dis pas de faire semblant, mais c'est très très important de se dire, on travaille dans une entreprise, on doit pouvoir travailler avec tout le monde. Et nous, on a l'avantage d'être très chaleureux. Donc Oui, forcément, de nature. Et vous allez vous rendre compte que les personnes avec qui on côtoie, parfois, ne sont pas vraies. C'est-à-dire, vous êtes là en face de vous, mais dès qu'en face, et vous dit des bonnes choses, dès que vous tournez le dos, ben, il dit autre chose. Et moi, l'avantage que j'ai eu, notamment de travailler, de faire mes études à Chambéry, c'est que j'ai côtoyé que ce milieu-là. Et forcément, ça m'a armé lorsque je suis arrivé en entreprise parce que je savais déjà comment ça se passait. D'accord, ok. Et du coup, quand tu as fini ton alternance à Orange, c'était 10 mois si je ne me trompe pas parce que... J'ai commencé c'est quasiment un an parce qu'on commence en septembre, octobre et puis l'année scolaire s'est terminée en juillet, août, c'est pareil, septembre. Donc c'était, on va dire, un an. Après les 10 mois, tu étais en fin d'études, tu avais fini ton master et tout. Tu as fait quoi après? Alors, donc mon stage de fin d'études, j'ai fait à Lyon, j'ai monté à Paris pour faire mon master en alternance. Forcément, j'ai commencé à chercher. Comme je disais tout à l'heure dans la première vidéo, j'ai fait ingénieur mettant télécom et réseau. J'ai fait mon alternance sur Orange. Donc forcément, même si en cours, j'avais les cours de management, de l'urbanisation, du SI, de gestion de projet, mais le fait que j'ai tout de suite, le fait que j'ai été en télécom et réseau, j'ai été chez Orange, tout de suite, ça m'a catalogué en disant c'est quelqu'un qui va travailler dans les télécoms et réseaux, qui va être ingénieur télécom. Et donc forcément, les seules entreprises, lorsqu'on est dans des filières un peu techniques qui recrutent, c'est les cabinets d'ingénierie. Les cabinets d'ingénierie, donc forcément, qui vont recruter avec des clients finaux. Et ils vont vous recruter uniquement s'ils ont une mission. Donc, voilà. Donc j'ai commencé à chercher avec tous ces cabinets d'ingénierie, parce que de toute façon, c'est pas moi qui cherche, vous mettez votre CV en ligne et c'est eux qui vous appellent. Donc j'ai commencé à chercher et forcément, on met un peu les zones de mobilité. Et souvent, lorsqu'on est jeune diplômé, on dit qu'on est mobile un peu partout. Oui, bien donc, mais moi, j'avais quand même deux zones, c'était Lyon ou Paris. C'était les deux zones qui bougeaient le plus. Et j'ai fini en septembre-octobre et j'ai décroché mon premier CDI le 1er avril 2010. Donc j'ai aussi attendu 6 mois. Pourquoi 6 mois? Tout simplement parce que en 2009, pour ceux qui connaissent aussi la période de 2009, il y avait une grosse crise dans le secteur télécom. Il y avait beaucoup de projets étaient gelés et donc du coup j'ai fait les frais. J'ai fait les frais, mais pareil, j'ai passé beaucoup d'entretiens. J'ai passé beaucoup d'entretiens chez Alten, chez Altran, chez S2I, chez toutes les sociétés de conseil, je les ai quasiment toutes faites en entretien. Et donc j'étais en process de recrutement avec toutes ces sociétés-là. Et finalement, j'ai pas eu à choisir Lyon. Mais par contre, le jour où je devais signer mon contrat, j'avais deux propositions. Une proposition chez Alten que j'ai acceptée, et dans l'après-midi, il y avait Econocom qui m'appelait aussi pour me faire une proposition d'embauche. Finalement, j'ai accepté la première.
D'accord. Et c'était la plus intéressante. Et aujourd'hui, je ne regrette pas ton choix. Je regrette pas mon choix parce que forcément, lorsqu'on commence, là où je reviens encore sur... lorsqu'on sait où on veut aller, il faut faire certains sacrifices. Je me souviens très bien, il n'y a pas de sujet tabou. J'ai commencé, mon premier salaire, il était à 2090 € en brut. Pour un ingénieur? Pour un ingénieur. Donc forcément, moi j'étais tout content. À l'époque, j'ai signé, mais sinon ça faisait à peine du 25 000 € à l'année. Donc forcément, pour moi c'était bien. Et ben, par contre, il m'avait vendu parce que j'ai aussi commencé en termes de métier, j'ai commencé aussi en bas de l'échelle. C'est-à-dire j'ai commencé dans un métier de supervision. C'est-à-dire, à côté de moi, j'avais des gens qui n'avaient même pas le bac, qui étaient chez SFR, qui supervisaient les réseaux mobiles et qui déclenchaient les techniciens à distance et tout ça. Mais par contre, cette expérience-là, je savais où est-ce que je voulais aller. Ça m'a permis de découvrir, déjà de connaître tout SFR parce que je travaillais dans une équipe de 80 personnes. Quand on travaille avec 80 personnes, même si c'est un roulement, je travaillais de nuit. Je faisais des 3-8. Donc, il y avait des plages, je commençais à 5 h, je finissais à 14 h. D'autres qui commençaient à 13 h pour finir à 20 h. Et d'autres qui commençaient à 19 h ou 20 h pour finir à 5 h du matin. Voilà, donc j'avais des plages comme ça qui tournaient. Donc, ça fait que j'ai travaillé dans cette équipe de 80 personnes, je côtoyais 80 personnes, et ça m'a permis justement jusqu'à aujourd'hui d'avoir un réseau important au sein des SFR, parce que je côtoyais quasiment tout le monde. Donc, j'ai fait cette première expérience pendant 1 an. Et après, je suis passé chez Bouygues Télécom pour faire à peu près pareil. Chez Bouygues Télécom aussi, c'était une expérience très, très difficile. Pareil, je travaillais avec une personne qui n'avait pas forcément l'habitude de travailler avec les consultants, mais qui, tout ce que je faisais, il passait à la loupe. Je faisais un email, il me disait pourquoi tu as fait l'email, pourquoi tu n'as pas mis une virgule là, pourquoi tu as mis tel commentaire. Donc c'était très 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 difficile d'avoir une personne qui vous suit comme ça, qui vous talonne et qui à la loupe, c'était très très difficile. Et j'ai remonté ça à mon entreprise. Ils savaient que c'était très difficile, mais c'était un contrat qui était important pour eux, donc j'ai fait profil bas, donc je suis resté. Pendant que j'étais chez Bouygues Télécom, vu que j'avais un salaire qui était vraiment bas, j'ai réussi j'ai eu une autre proposition d'une autre société. J'en ai fait part à mon nouveau chef. Mon nouveau chef, il s'est aligné sur le salaire parce qu'il s'était rendu compte que je m'étais fait embaucher il y a 1 an, 1 an et demi, un salaire qui était vraiment au-dessous du marché. Donc c'est comme ça que j'ai eu un réalignement de mon salaire. Donc j'ai gagné à peu près 300 € par mois. Ah ouais. Ça compte parfois. C'est pas négligeable. Donc, mais en tout cas, j'ai montré que je savais m'adapter, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait 1 an chez Bouygues. Et après, chez SFR, je suis retourné chez SFR où entre 2011 et jusqu'en 2016, j'ai occupé 3 autres postes importants, aussi bien des postes sur la partie supervision. Et après, le dernier poste que j'ai occupé, on a mis en place un gros projet qui tourne encore jusqu'à aujourd'hui. C'était la gestion des clients grands comptes des SFR où j'ai fini en tant que chef de projet avec une équipe de 5 personnes avec différents pôles et tout ça. Et ça, pour revenir encore sur le parcours, bien sûr les expériences, lorsque vous arrivez dans une expérience professionnelle, c'est très très important de savoir ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, lorsque vous avez, puisque on vous donne souvent des tâches, il y avait la tâche principale et à côté vous avez plusieurs petites tâches. Une fois que la tâche principale est réalisée et que ça devient quasiment la routine, l'idée c'est de se dire, ok, mais moi j'ai envie de faire ça. Plus tard, j'ai envie d'orienter ma carrière professionnelle sur cette petite tâche-là. Ben, l'idée c'est, une fois que la tâche principale est faite, ben, commencer à rajouter les couches qui vont à côté, qui vont tout autour, Donc c'est comme ça que moi, dans cette mission-là où j'ai passé 4 ans entre 2012 et 2016 lorsque j'ai quitté SFR, c'était la supervision, enfin les clients top 50. Mais à côté de ça, j'ai mis en place un certain nombre de choses. Tout ce qui est indicateur, tout ce qui est communication, tout ce qui est... Donc j'ai vraiment... Il y avait la mission principale, mais puis j'ai rajouté beaucoup de choses autour. Donc j'ai réussi j'ai transformé finalement ma mission. Et comme il y avait plusieurs postes, j'ai commencé à occuper finalement le poste qui, moi, m'intéressait plus tard.
Ah ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, au début, tu avais une mission et au bout d'un moment, tu avais déjà fait le tour de la mission et qu'elle est déjà, en fait, entre guillemets, finalement automatisée. Voilà. Maintenant, tu as commencé, n'est-ce pas, à rajouter, entre guillemets, du piment dans la mission, dans Voilà. le poste ensemble. En fait, c'est très très important, quand il disait tout à l'heure, 70% ça dépend de nous, de ce qu'on a envie de faire. Et de montrer ça à son responsable. Vous avez une mission principale, faites la mission principale. Et si vous pouvez communiquer et rajouter des choses tout autour, ben ça montre à votre supérieur hiérarchique que vous avez la capacité et même la bonne personne de faire autre chose. Et comme ça, lorsque il y a d'autres personnes, vous pouvez dire, bah, écoutez, toi tu peux faire ci, et moi je peux basculer sur autre chose. Donc c'est vous vraiment la personne, quelle que soit la mission, je reste vraiment convaincu là-dessus, que vous pouvez transformer votre mission, votre poste de travail, votre poste, et avec quelque chose qui vous plaît. D'accord. Un peu de volonté. Un peu de volonté, un peu de lobbying aussi auprès de votre chef, de vos collègues. Et forcément, toute mission, je pense que ça peut se transformer. Et il suffit aussi, plus tard, lorsque vous changez de mission, de mettre ces éléments-là en valeur pour vous dire, j'avais ma mission principale, mais voici ce que je vais faire à côté. J'ai envie de faire ceci, voici ce que j'ai envie de faire. Ça rejoint encore une fois de plus la cohérence dans votre parcours, dans votre choix. D'accord. Ok. Et du coup, on est en 2016. Oui. Tu quittes SFR. En 2016, dès quelques années, quand on faisait les moments des bilans, je disais à mon responsable, j'ai envie de passer côté management. J'ai vraiment envie, parce que j'ai un parcours en management, j'ai envie de passer côté management parce que j'ai fait la partie technique. Et puis lorsqu'on arrive dans des postes un peu comme j'étais arrivé, chef de projet, en tant que consultant, on s'est dit, on n'a pas d'autres opportunités. Si on quitte ce poste-là, on n'aura pas le choix. On va nous mettre dans une mission qu'on aura déjà peut-être faite il y a 2 ou 3 ans. Et on n'aura pas le choix de dire, viens, voici ce que j'ai envie de faire. Donc, j'avais atteint comme un plafond de verre en disant, voilà, côté consultant, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait encore, voilà, j'ai fait le tour, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait encore m'impressionner. J'arrivais le matin, il y avait certes les jeunes que j'encadrais et tout ça, mais je savais déjà pertinemment, quelle que soit la difficulté, comment réagir. Et je n'avais plus vraiment de plus-value. Il n'y avait plus de challenge. Il n'y avait plus de challenge, et donc je voulais un nouveau challenge. Donc c'est comme ça que lorsque j'avais fait le tour, je faisais part à mon manager de l'époque, déjà avec lequel je travaille encore jusqu'à aujourd'hui. Une fois de plus encore, c'est du relationnel. Mon manager qui m'avait augmenté 5 ans plus tôt, comme je travaillais, il savait comment j'étais, on s'entendait plutôt bien. Il a quitté Alten, il est parti dans la société d'aujourd'hui. Donc, bien évidemment, lorsqu'il est arrivé dans cette AK dans laquelle je suis, il a eu l'opportunité d'intégrer un nouveau manager. Et c'est comme ça qu'il a fait appel à moi. Bien évidemment. Et donc, une fois de plus, ça fait partie du réseau. Une fois de plus, ça fait partie du réseau. Il faut se dire, les rencontres professionnelles, on n'est pas forcément là pour se faire des amis. Mais lorsque les personnes savent que vous êtes vrai, ont confiance en vous, bon, forcément, lorsqu'il y a une opportunité qui s'ouvre et que vous avez été transparente avec ces personnes-là, ben, elles penseront à vous, bien évidemment. D'accord, donc c'est un retour d'ascenseur pour des services bien rendus. Finalement. Voilà, c'est un retour d'ascenseur et forcément, lorsqu'on vous donne cette opportunité-là, vous n'avez pas arrivé en disant c'est bon, je suis arrivé et tout ça. L'idée, c'est une mise à l'épreuve. On dit voilà, il y a une opportunité qui se présente, je sais que Fabrice, c'est ce que tu veux faire, tu sais que c'est pas facile, mais si tu es intéressé, tu peux venir. Mais par contre, sache que ça sera très difficile. Donc, c'est comme ça que j'arrive dans un nouveau poste, finalement, de business manager, avec une multitude de casquettes. Casquette commerciale, casquette management, casquette de recrutement, de prospection. Donc, forcément, dans ce monde-là, ceux qui exercent ces métiers-là, pour 90%, c'est ceux qui ont fait des écoles de commerce. D'accord. Ceux qui ont fait des écoles de commerce, parce qu'on leur apprend à vendre, on leur apprend à faire de la prospection. Moi, je viens d'un milieu technique, j'ai jamais fait la prospection, j'ai jamais démarché des personnes pour vendre quoi que ce soit. Donc là, forcément, c'est un challenge. On part vraiment de zéro. Et en plus, quand on arrive dans ce monde-là, moi j'ai eu cette difficulté-là. On est noir, on n'a pas forcément de carnet d'adresse intéressant, important. Et puis, on arrive sur un périmètre qui est nu, on n'a personne. Absolument. Souvent, lorsqu'on est manager, on va occuper une équipe et tout ça. Donc, il y a tout à construire.
Donc forcément, c'est pas facile. Et c'est là où j'ai eu des vrais moments de doute. C'est pas comme tu posais la question par rapport à mes études. Lorsqu'on arrive, on se dit comment est-ce que je vais faire pour arriver? Parce qu'on est dans un métier qui est très visible, qui parle, c'est un métier de chiffres. Absolument. Voilà. C'est en gros. Seul doit vendre. Doit vendre. Tu as combien de missions? Tu as recruté combien de personnes? Comment est-ce que tu nous annonces tu nous annonces comme recrutement d'ici 1 mois, 2 mois, et puis vous êtes suivi quasiment à l'année. Non, même pas à l'année. Par semaine, mensuel, trimestre, et ainsi de suite. Et tout ça, on attend des résultats. On attend des résultats. Donc du coup, moi j'étais arrivé justement chez AK, j'avais un contrat, puisque comme j'ai fini consultant et j'ai accompagné, donc je suis arrivé chez AK avec un contrat de consultant pendant 4 mois, et après j'ai basculé côté management. Donc j'avais quand même cette route de secours en me disant, si jamais ça ne marche pas en tant que manager, je peux retourner comme consultant. Mais je savais pertinemment que côté consultant, j'avais fait le tour. Et il n'y avait plus rien comme mission qui pouvait m'impressionner, qui pouvait me challenger. Donc j'ai donné tous les moyens possibles pour pouvoir réussir dans cette nouvelle opportunité où je suis encore jusqu'aujourd'hui. Donc, si tu es encore jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que ça a marché. Tu as passé le cap, on va dire, de la grosse difficulté d'entrée. Voilà, j'ai passé... C'est un métier qui, franchement, c'est très difficile. Je ne veux pas dire que c'est facile et tout ça. C'est d'abord un métier où c'est beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts où il n'y a pas forcément beaucoup de la minorité visible, en tout cas au poste comme le nôtre, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, il ne faut pas se dire je suis noir, ça ne passera pas. On a des arguments, on est là pour représenter une entreprise, on est là pour apporter des solutions aux entreprises à des problématiques. Donc du coup, forcément, lorsqu'on a passé cette barrière-là, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on présente, bah forcément, on ne s'arrête pas, on ne se limite pas, ni aux barrières qui peuvent se présenter, sachant que pour ceux qui sont dans les écoles de commerce, ils savent ce que c'est que la prospection avec la barrière à l'entrée. Lorsque vous décrochez votre téléphone, vous avez déjà un accent, vous avez la secrétaire qui va vous dire non, la personne que vous appelez n'est pas là, il ne reçoit pas de coup de fil, envoyez-lui un mail, et le mail, il ne vous donne même pas, voilà. Il y a vraiment tout. Et du coup, avant tu étais technicien, tu gérais tes équipes et tout, mais tu n'avais jamais fait du commerce. On va dire que tu n'avais jamais occupé un poste de commercial. Comment tu as dû apprendre? Comment tu as dû réapprendre ce nouveau métier? Comment tu as fait? C'est d'abord, c'est sur le tas. C'est sur le tas où, effectivement, on a peut-être un tuteur lorsqu'on arrive. Le tuteur va nous montrer comment ça se passe, on décroche le téléphone. C'est vraiment au culot. Il faut oser. Il faut oser. Après, lorsqu'on intègre une société comme ça, il y a toujours les parcours de formation en interne et tout ça. Mais après, c'est des formations d'une semaine, 2 semaines. C'est pas vraiment ce qui... On te donne les bases du métier, on te donne de la documentation. Après, derrière, bah, tu te formes sur le tas. Et moi, ce qui s'est passé, j'avais l'avantage, c'est que mon responsable qui m'a fait venir dans cette société-là, il m'a fait du coaching, hein, donc il me suivait. Mais ça ne suffit pas. C'est beaucoup de travail. Il ne faut pas compter 16 heures. Je rentrais souvent à 22 heures à la maison parce qu'il faut que j'arrive, identifier les prospects. Voilà, c'est vraiment le b.a.-ba d'un métier de commercial que j'ai dû apprendre sur le tas et avec la documentation. D'accord. Ok. On a fait à peu près de partout. On a fait à peu près le tour de ton carrière finalement. Mais aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu penses qu'un employeur attend de... Je veux dire, on recrute quelqu'un, pourquoi et comment on recrute? Alors, dans mon métier aujourd'hui, effectivement, j'ai une grosse partie recrutement. Parce que les collaborateurs que je mets ou je place en mission, pour la plupart, c'est moi qui les recrute. Donc, le recruteur, donc là maintenant, je me mets du côté recruteur. Un recruteur, moi en tant que recruteur, je vais d'abord chercher la personne. Les compétences, c'est une chose. Les compétences, on les acquiert avec l'expérience. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'arriver sur un poste sur lequel vous maîtrisez déjà tout. Vous avez les bases, et par contre derrière, ce qui est le plus important, c'est le savoir-être. Comment est-ce que la personne va s'intégrer? Parce que lorsque vous avez une personne en face de vous, vous connaissez, pour moi, je connais mon client, je connais les gens de mon client, et pour son équipe. Absolument. Ce sera de voir est-ce que la personne que je vais recruter là sera capable d'intégrer l'équipe et que ce n'est pas une personne qui
va venir mettre son grain de sable qui va faire que finalement la cohésion de l'équipe ne soit plus au rendez-vous. Voilà, donc pour moi, c'est le savoir-être, c'est quelque chose de très très important. Deuxième chose, je reviens encore sur la cohérence de son parcours. C'est lorsque on postule un poste et qu'on a mis des expériences sur son CV, il faudrait que ces expériences puissent avoir une cohérence. C'est pas de dire j'ai fait ça aujourd'hui, après j'ai fait là-bas, et puis j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et parler d'une manière discontinue ou bien de manière pas du tout cohérente de ces expériences, voilà, il n'y a pas de sens. C'est déjà de se préparer en disant comment est-ce que je vais me présenter, comment est-ce que je vais faire le lien entre d'une expérience à une autre, qu'est-ce que l'expérience m'a apporté par rapport à l'autre, et ainsi de suite, pour qu'on puisse voir qu'il y a bien une progression. Soit c'est une reconversion, on se dit ok, j'ai fait ci, mais par contre, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Soit c'est un parcours qui est chronologique, qui suit, et il faut savoir en parler. Et savoir défendre ses choix. Et puis surtout savoir ce qu'on vaut sur le marché. Absolument, ça compte ça. Parce que beaucoup de personnes vont venir en entretien sans forcément avoir une idée non seulement de leur rémunération, et encore moins de ce qu'ils valent sur le marché. Donc il y a toujours la question de quelles sont vos prétentions salariales. C'est toujours important de savoir à peu près combien vaut sans forcément se survendre. Mais quoi que ce soit. C'est vrai, ça tombe bien que tu abordes ce point parce que effectivement, ça c'est une tendance et peut-être un constat presque personnel et autour de moi. J'ai remarqué que nous, en tout cas nous les Africains finalement, peut-être par humilité, peut-être par peur de passer pour celui qui veut se la péter entre guillemets, on a tendance à se positionner très très proche si ce n'est en dessous de la fourchette basse. Je ne sais pas si c'est ton constat, toi, de l'autre côté ou pas. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a des personnes qui ne savent pas du tout c'est quoi le marché. Ils font confiance à l'employeur et l'employeur, en tant que manager, il y a des managers, en tout cas quand on est dans le monde du conseil, qui vont à tout prix faire, qui vont faire tout pour vous payer le moins possible pour avoir une meilleure marge. Parce qu'il faut savoir que lorsque il y a la facturation à la journée, en fonction de votre salaire, il y a une meilleure marge ou pas. Donc forcément, quand vous donnez un peu aux personnes comme ça qui ne savent pas la confiance, quel est leur état d'esprit, forcément ils peuvent vous donner des choses qui ne sont pas du tout dans la valeur du marché. Et quand vous aurez signé, ce sera déjà trop tard et vous allez attendre 1 an, 2 ans pour pouvoir réaliser. Et vous serez obligé de partir à cause du salaire. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir ce qu'on vaut. Et après, je ne dirais pas que c'est uniquement pour les Noirs, mais par contre, la tendance qui est souvent pour certains, lorsqu'il y a un changement de statut, c'est de dire ah, mais comme j'ai un changement de statut, j'ai accepté d'être payé moins, mais quoi que ce soit. Il faut savoir que le changement de statut, ça coûte certes de l'argent à l'entreprise, ça vous doit coûter dans les 2, 3, 4 000 euros, pas plus, mais ce n'est pas. Mais c'est une charge d'une entreprise. On ne peut pas l'imputer au salaire. Donc, le message que je vous aussi fais passer à toutes ces personnes-là qui ont des changements de statut, c'est de se dire, faut pas mettre ça sur la balance de votre salaire parce que finalement, s'ils ont besoin de vous, ils vont vous faire le changement de statut et c'est une charge pour eux. Donc, c'est pas parce qu'ils vont vous faire ça qu'ils vont vous mettre ça sur la table. Oui, on va faire le changement de statut, donc on va vous payer 5 000 euros de moins. Non, c'est pas valable. Bien évidemment. D'accord. Et comme ça, maintenant, pour la fin, entre guillemets, je dirais, quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens, n'est-ce pas, qui sortent des jeunes diplômés? Parce qu'on remarque aussi que de nos jours, il y a toujours la fameuse question de j'ai 25 ans, il faut 10 ans de métier. Vous voyez tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Donc, alors, les jeunes diplômés, je sais que c'est souvent un peu difficile. C'est souvent difficile parce que pour être côté client aussi, les clients nous demandent toujours des moutons à 5 pattes. Ils vont avoir une technologie qui est sortie il y a 6 mois, ils vont demander quelqu'un qui a 3 ans d'expérience sur cette technologie-là. Pour les jeunes, je vais leur dire, faut pas perdre espoir, faut pas, comment dire, faut pas non plus vous survendre sur votre CV. Mais par contre, tout ce que vous avez pu faire comme expérience, des projets d'études que vous avez pu faire à l'université, qui ont un lien avec ce que vous voulez faire, faut pas hésiter à mettre ça sur votre CV. Parce que c'est très très important, parce que ça montre déjà que vous avez déjà eu à faire cette manipulation-là, même dans le cadre académique, mettre ça en valeur. Si vous avez des projets personnels sur lesquels vous savez que vous pouvez mettre en valeur, mettez tout ce que vous pouvez défendre sur votre CV, c'est mettre ça en avant. Parce que
lorsqu'on est jeune diplômé, on n'a pas on met juste souvent la dernière expérience, on se dit que non, j'ai pas d'expérience. Mais par contre, vous avez beaucoup de choses. Si vous êtes dans les associations, vous pouvez décrire ce que vous faites dans les associations, vous faites du sport, vous pouvez mettre tout ça. Parce que derrière, il peut avoir juste une phrase, juste un mot, ah tiens, et la personne est fait dans le secours populaire, elle travaille à la Croix-Rouge, ah, mais ça m'intéresse. Ça veut dire qu'elle a été confrontée déjà aux difficultés. Voilà, donc l'idée c'est mettre toutes les chances de votre côté, et puis surtout, essayer d'avoir un discours, de savoir parler de son expérience, de qu'est-ce que ça vous a apporté, et puis voilà, je n'ai pas le meilleur conseil que ça, c'est vraiment de savoir aussi ce qu'on vaut et ne pas seulement s'adonner en disant que je fais confiance à l'entreprise. Voilà, parce que quand on est jeune diplômé, on cherche partout. Les entreprises aussi ont beaucoup d'opportunités d'intégrer des jeunes aussi. Mais bon, voilà, il y a aussi beaucoup de concurrence. D'accord. Maintenant, une toute dernière question, je pense qu'elle est presque personnelle celle-là. Il m'a été dit une fois que, n'est-ce pas, quand on va à un entretien, on le prépare. Et ensuite, on prépare également des choses du genre, dit à l'employeur qu'est-ce qu'on va réellement lui apporter, qu'est-ce qu'on peut lui faire gagner, je veux dire. C'est-à-dire, une fois qu'on a lu la fiche de poste, qu'on sait déjà, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va intégrer, quelles sont nos missions, et à partir de ces missions-là, et lui montrer au travers de notre profil qu'est-ce qu'on peut lui faire gagner finalement. Est-ce que c'est un bon conseil ou pas? Alors, moi, je peux pas répondre à ta question. Lorsque je recrute mes consultants, et quand on va passer un entretien chez un client, c'est ça en fait. Ça veut dire que le client va recruter notre ressource. Nous déjà, avec toute l'expérience qu'on a, y compris l'expérience du consultant, on le prépare à l'entretien. C'est-à-dire, on va lui donner les grandes lignes de l'entretien, comment ça se déroule. Donc, je reviens encore là-dessus. C'est premier donc le contexte, donc l'employeur, bien celui qui recrute va présenter son service, son entreprise et tout ça. Deuxième étape, c'est la présentation du consultant ou bien du candidat. Et la troisième étape, c'est les questions, réponses et tout ça. Un entretien de recrutement, ça doit être un échange. Un échange dans le sens où, certes, il y a ces grandes étapes-là, mais lorsque la première partie où le client ou le recruteur présente la structure, vous pouvez initier tout de suite l'échange pour que vous aussi vous soyez à l'aise déjà de poser des questions si en termes d'organisation de l'équipe et tout ça. Effectivement, il peut dire tout ça, mais voilà, il faut créer l'échange. Que ça soit pas seulement des blocs où le recruteur parle, le candidat parle et puis on pose des questions. Non, voilà, oui, c'est tout classique finalement. Voilà. Et quand il voit que vous êtes à l'aise comme ça, que vous pouvez parler et que vous prenez des notes, c'est très important aussi, prendre des notes. Même si vous n'avez pas les relire, mais c'est très important de venir en entretien, de prendre des notes. Tout ce que je vous dis là, on fait ça déjà avec nos consultants qui ont 10 ans d'expérience. Et quand on va passer les entretiens avec eux, on remet tout ça sur la table parce qu'on sait que ça se joue à pas grand-chose. Et toujours avoir une ou deux questions sur la mission. Et lorsqu'on se présente, une présentation doit être chronologique, de la plus ancienne expérience jusqu'à la plus récente, de manière adaptée en fonction de ce que le client ou bien de ce que le recruteur aura donné comme caractéristique ou bien comme recherche. Et puis surtout, que le client puisse savoir à peu près, le recruteur, dans quel environnement vous avez travaillé, dans quel type d'équipe, qu'est-ce que vous avez réalisé vous. Et il faut éviter le on ou le nous, dire moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc voilà, toutes ces petites astuces, on le fait, moi je le fais quotidiennement avec mes consultants lorsqu'on va chercher une nouvelle mission, lorsqu'on va passer l'entretien chez un nouveau client. Et ça, parfois les jeunes diplômés, ils n'ont pas forcément toutes ces armes-là, mais c'est vraiment très très important et on se forme tout au long de l'année, tout au long de la carrière aussi. J'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et que vous avez apprécié le contenu. Parce que Fabrice nous a apporté vraiment bien d'éléments et que même moi j'en ai appris pas mal de choses, donc j'espère que c'est aussi votre cas. Donc pour cela, on te dit merci Fabrice. Merci. Car il faut dire une réalité, c'est que pour des managers et des recruteurs, parce que lui aussi il est recruteur, hein, donc maintenant si vous cherchez du boulot, dites-le en commentaire, dites-le, parce qu'on ne sait jamais où on trouve les bons plans. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Donc vraiment merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Arman et on est toujours sur un jeu métier. Ciao, ciao.